Bonjour et bienvenue à vous, groupe Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre belle saison de podcast. On est rendu au module 6. Écoutez, j'ai l'impression que c'était hier, là, notre première rencontre où, rappelez-vous, là, je pétais les plombs au hockey, là. C'était le bon temps. D'ailleurs, parlant de bon temps, je salue Mustapha Moukaila Amadou qui, lui, nous écoute d'un gym au centre-ville, qu'il pousse de la fonte et qu'il travaille fort, puis il travaille encore plus fort parce que là, depuis la semaine dernière, là, il se voit soutenir tout le poids des promesses de sa profession et du système professionnel. D'ailleurs, pendant que j'ai votre attention au début du podcast. Écoutez, si ça vous tente de parler dans un micro, je vais le formuler comme ça. Si ça vous tente de tester à quoi ça ressemble l'enregistrement d'un podcast, il y en a plusieurs des étudiants là, qui, après le cours, ah, et moi, j'aimerais ça faire un podcast sur telle chose, tel sujet. Si ça vous tente de tester là, à quoi ça peut ressembler, enregistrer tout ça, puis, si vous n'êtes pas trop intimidé et ça vous tente d'enregistrer un épisode avec moi, en tout cas, moi, ça serait le fun. Ça dynamiserait un peu la formule. Je vous l'ai dit, je m'ennuie, là, je suis tout seul dans mon bureau. Puis, j'ai deux autres micros, là. Ce serait le fun d'avoir quelques étudiants ou étudiantes en studio. J'ai déjà fait cette expérience avec une étudiante, puis c'était vraiment agréable. Puis ça vous tente, ben on se planifie un rendez-vous là, dans les prochaines semaines quand ça vous convient, quand ça me convient aussi. Là, on va essayer de se trouver un rendez-vous, mais ça serait bien, là, bien le fun. Ben, puis sentez-vous bien à l'aise et libre de faire tout ça. Là. Sinon, je ferais ça seul dans mon bureau. Ça serait le fun de vous recevoir ici. Là, je m'ennuie un peu là, du haut de ma tour où je vois la ville à l'envers. Ben, j'espère que vous avez la ref. OK, module 6, le gros du module, ben, ça va se faire demain mardi. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire du système professionnel. Vous rappelez-vous de cette belle histoire? C'était notre module 5. Je vous ai raconté, mais chronologiquement, là, c'était la structure non seulement de mon podcast, mais de mon cours aussi. Puis, cette semaine, dans ce module 6, j'aimerais vous exposer le résultat de cette belle histoire, à quoi ça ressemble en ce moment, le système professionnel tel qu'on l'a figé un peu là, dans les années 70. Déjà, vous savez un petit peu là, à quoi ressemble la structure, parce que déjà, vous savez qu'en 1973, on a un beau code des professions, hein, et depuis un code de déontologie, puis tout ça, là, ça découle de cette décision-là des années 70. D'ailleurs, parlant de code de déontologie, est-ce que vous avez lu votre code? Hein? Faudrait le faire. Très facile à trouver sur Internet. Vous écrivez code de déontologie puis le titre de votre profession, puis vous allez pouvoir le trouver. Je vous invite à vous servir un grand café bien fort, puis à lire votre code. Non, c'est pas vrai. Il est pas, c'est pas très long, un code de déontologie, mais au moins faites-le pour vous familiariser avec le code, pour voir comment il est structuré. Vous allez voir que chaque code est construit en deux, trois, quatre parties, là, mais je dirais qu'il y a toujours trois parties principales. Une partie, vos devoirs et obligations envers le public, vos devoirs et obligations envers le client, qui est habituellement votre patron ou superviseur ou figure d'autorité. On y reviendra. Et la troisième partie, c'est souvent vos devoirs et obligations envers la profession, hein, en tant que telle. Si vous avez déjà lu votre code de déontologie ou si vous venez juste de m'écouter plus attentivement, mais vous avez déjà atteint l'objectif. Hein. Le premier objectif du module 6, c'est d'énoncer, de reconnaître les principaux traits de votre code de déontologie. Puis je viens de vous les donner, là. Les trois principaux traits de votre code de déontologie. Dans le cours de demain, je vais revenir là-dessus, mais je vais aussi explorer certaines parties du code.
Mais je dirais que si vous avez une chose à retenir de ce code, là, c'est d'abord qu'il existe, que c'est un outil ça fait partie ça découle des lois, hein, de la loi sur votre profession, puis qu'il y a trois principaux destinataires, le public, le client, puis vos collègues, sinon votre profession. Et si vous savez déjà tout ça, mais vous avez déjà atteint le premier objectif de ce module 6. OK, d'ailleurs, ce sera notre indice de la semaine, tiens. L'indice de la semaine, ce sera les trois destinataires de votre code de déontologie, donc les trois grandes parties. Je l'ai dit tantôt, le public, le client, la profession. Fin de l'indice. Le deuxième objectif de ce module 6, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession. Est-ce que vous les connaissez, les plus grandes valeurs de votre profession? Est-ce que vous êtes capable de les nommer? Si vous étiez déjà capable de les nommer, bien, vous auriez déjà atteint le deuxième objectif de ce module. Mais je dirais que nommer une valeur, c'est quelque chose, mais en comprendre le sens et la pertinence, c'est encore plus intéressant. Puis j'aimerais m'attarder peut-être sur ce deuxième objectif, vous parler des valeurs de votre profession, pas juste vous les nommer, mais vous en dire un peu davantage. C'est facile de nommer une valeur, de dire je suis intègre, mais qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Voilà l'objectif de en tout cas le deuxième objectif de ce module 6, puis mon objectif, je dirais l'objectif principal de cet épisode du podcast. Première chose à savoir concernant ces valeurs, c'est qu'elles sont sensiblement les mêmes d'une profession à l'autre. Il y a des déclinaisons différentes, là, mais en somme, c'est souvent les mêmes. Nos institutions aiment ça, là, lister des valeurs en vitrine. On parle souvent là, d'éthique cosmétique là, lorsque c'est trop en valeur, puis lorsqu'on le voit pas dans les faits, mais ça fait partie des structures de nos institutions, organisations. Allez voir n'importe quel site Internet, là, vous allez trouver un énoncé de mission et de valeurs. Et dire ces valeurs, c'est souvent pas suffisant. Il faut en donner un peu de contenu. Et c'est un cours d'éthique. Alors, pourquoi pas donner un peu plus de contenu à ces valeurs, hein? C'est pas tout de se dire, moi, je veux être responsable, moi, je veux servir le public, mais qu'est-ce que ça veut dire, être responsable? Puis qu'est-ce que ça veut dire, le public? Hein? Les philosophes posent toujours des questions bien simples, mais ça reste compliqué là, d'explorer puis de cerner ces grands termes. Et c'est ce que je compte faire maintenant là, avec vous, donner un petit peu de sens et de substance à ces mots qui sont souvent forts, denses, mais qui sont parfois vidés de leur sens là, lorsqu'on fait seulement que les mentionner bêtement là, sans prendre le temps d'y réfléchir. Vos ordres professionnels ont, je dirais, 4 grandes catégories de valeurs. Là, c'est comme ça que je les structure. La première catégorie, c'est celle qui tourne autour de la valeur de compétence. Hein, typiquement, si vous vous dirigez vers une profession, la première chose que votre profession va vous dire, c'est important que tu sois compétent. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est qu'on souhaite que vous soyez savant, hein, c'est-à-dire que vous ayez acquis un savoir, que vous soyez suffisamment connaissant pour être instruit dans un domaine. Expérimenté aussi, c'est un peu ça, pas juste un savoir théorique, mais aussi un savoir pratique. Et on souhaite que vous soyez outillé peut-être pour défendre ce savoir, que vous maîtrisiez la science et le savoir technique et scientifique, que vous vous asseyez pendant de nombreuses heures sur ces chaises trop droites et trop dures. Faut avoir un savoir, puis être capable de le maîtriser, être capable de le défendre, être capable de le mobiliser au bon moment et de la bonne manière. Et vos ordres professionnels associent à cette valeur de compétence toutes sortes de tâches et d'obligations connexes, je dirais. Il y a toujours un devoir de formation continue. Hein, par exemple, pas juste d'être formé, mais de continuer
à se former, de connaître, mais de continuer à s'intéresser à la connaissance, d'être compétent, soit, mais de le rester. Et j'ajouterais peut-être à cette valeur de compétence la valeur de connaissance des limites de ce savoir et compétence. Ça, c'est une valeur qui se rapproche parfois de la sagesse, là. Pas seulement avoir un savoir, mais aussi à être humble par rapport à ce savoir, au sens où vous connaissez non seulement votre savoir, mais les limites de ce savoir, de ce champ de compétences, savoir et aussi ce savoir ignorant. Hein? Ça, c'est fort. C'est toujours là en philosophie, pas seulement être connaissant, mais savoir, savoir que vous êtes aussi ignorant. Je pense que ça serait une autre façon de le dire, là. Je sais que je ne sais pas. Là. Rappelons-nous la maxime de Socrate. C'est Platon qui aimait ça. Rappeler que Socrate, son grand maître, disait tout ça, là. Je sais, mais je sais aussi que je ne sais rien. Et là, vous avez, pas juste dans la philosophie, mais dans les figures de la culture populaire, pensez peut-être à Gandalf, peut-être dans Le Seigneur des Anneaux, là, qui refuse de voir ou de regarder même l'anneau, sinon d'y toucher, parce qu'il sait qu'il a des failles, il sait qu'il a, oui, une grande sagesse, une grande connaissance, mais en même temps, ça c'est fragile. Dumbledore, même chose, là. C'est l'idée d'être compétent, mais aussi d'être humble, puis de connaître ses propres limites, sinon ses propres failles. C'est peut-être l'extension là, qu'on peut donner à cette valeur de compétence. Hein. Être compétent, techniquement, avoir un savoir, rester compétent, connaître les limites de cette compétence. Et si vous avez compris tout ça, on aurait fait le tour, là, je dirais, de cette première valeur qui est celle de la compétence. Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. La deuxième catégorie de valeurs citées par vos ordres, c'est l'honnêteté. Hein? L'honnêteté, ça revient dans plusieurs ordres professionnels. Soyez honnête. Vous êtes des professionnels. Soyez et restez honnête. Qu'est-ce que ça veut dire être honnête? Maintenant, c'est la question qu'on doit se poser. Puis, prenez le temps d'y réfléchir à être honnête. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je dirais qu'habituellement, lorsqu'on dit « sois honnête », on te rappelle de respecter les lois. Hein? Je dirais qu'il y a deux principaux sens qui sont associés à l'idéal d'honnêteté. Il y a l'idéal de justice et l'idéal de vérité. C'est comme ça que je le déclinerais, là, c'est-à-dire que l'honnêteté divisée en deux parties, là, justice et vérité. Le premier sens, c'est être honnête, je le disais, au sens de se conformer aux lois, aux normes, servir la justice. Hein, l'idéal de justice au sens le plus élevé pour vous, c'est de connaître les lois, les règles, suivre, se conformer aux normes, aux règles, être conscient de ces normes, être connaissant du cadre normatif de votre profession, connaître votre code de déontologie, puis connaître le sens de tout ça aussi. Pas juste être capable de suivre bêtement les normes, puis d'y conformer, mais il y a une couche de plus, là, je dirais, être capable aussi d'apprécier le sens et la pertinence de ces règles, de ces lois, de ces normes. Hein. Pas juste dire, moi, je suis les règles, mais je comprends c'est quoi la valeur qui est sous-jacente. Hein, derrière cette règle, il y a une valeur qui est importante pour moi, pour mon ordre professionnel. Je dirais que c'est la première sous-catégorie là, de cette cette valeur qui est celle d'honnêteté. Honnêteté et justice. Je disais qu'il y avait deux sens. Mais on peut être honnête aussi au sens de servir la vérité. Hein, pas juste servir la justice, mais servir la vérité. Quand on vous dit « sois honnête », ce qu'on vous dit aussi, c'est oublie pas de dire la vérité. Hein? Oublie pas. Puis par ça, il faut entendre
Oublie pas d'appuyer ton opinion sur des faits. Hein? Oublie pas ta rigueur. Oublie pas d'appuyer un argumentaire sur des raisons, sur des argumentations qui sont rationnelles. Oublie pas de t'appuyer sur la science. C'est ce qu'on veut dire, là. Une vérité plutôt scientifique, rationnelle, en tout cas, dans tous les cas. Une belle vérité, là, riche avec ses complexités en philosophie du savoir, en épistémologie. Hein, épistémologie, c'est je dirais la science de la science, la place de la vérité. C'est quoi la vérité scientifique? C'est toujours intéressant de lire les philosophes qui ont réfléchi. Je pense à Popper, peut-être Karl Raimund Popper ou Lakatos, qui est un autre. Là, je suis tout seul dans mon bureau. Là, je suis un peu... je replonge dans ma tête, là, mais si on veut parler de la vérité c'est quoi? Puis c'est sûr que vous vous posez peut-être pas souvent cette question-là, mais la science, la valeur de vérité, elle est super importante, mais c'est quoi la vérité scientifique? Puis c'est quoi sa place? Je dirais que dans la science qui est la vôtre, science et génie, là, la vérité, c'est surtout l'idée d'une quête. Hein? On se rapproche de la vérité. C'est un idéal, la vérité. Il n'y a aucun scientifique qui est philosophe qui vous dira que la vérité, il la connaît, là. Mais il la cherche. Hein? Ça, c'est la posture typique en science, c'est l'idée que la vérité, elle est devant nous ou au-dessus de nous. Popper parlait d'une montagne, là, c'est-à-dire que la vérité, elle est au sommet. Je vois pas le sommet, mais je sais qu'en m'éloignant du sol, hein, ce qui serait le mensonge, ben, je me rapproche tranquillement de la vérité. C'est ça, la vérité. La vérité avec un grand V, là, on ne l'atteint pas, mais ça fait du sens de la chercher, puis de s'en rapprocher. Puis comment on s'en rapproche? Ben, en s'éloignant du mensonge. Voilà, c'est ce que je dirais sur cet idéal de vérité. Rappelons qu'on parle toujours de la deuxième catégorie de valeur, c'est la valeur d'honnêteté. Puis par honnêteté, on disait servir la justice, hein, se conformer aux lois, aux normes, en comprendre le sens et la pertinence, et servir la vérité, avec tous les sens que j'ai mentionnés, là. Pas seulement une vérité qui serait là, ferme et imposée, mais quelque chose qu'on cherche, puis on se donne les moyens, peut-être, pour la trouver. Et si vous avez besoin d'une image ou d'une figure de la culture populaire pour incarner cette vérité, ben peut-être, imaginez-vous Wonder Woman, peut-être, là, avec son fameux lasso de la vérité. Elle aussi, elle était là pour servir la vérité. Le Capitaine America et son bouclier de la justice. Qui d'autre on a dans la culture? Daredevil, peut-être, qui est au service de la justice des hommes le jour, hein, la loi, et la justice, je dirais, divine le soir. En tout cas, c'est comme ça qu'il se conçoit. Et pour vous, ben, gardons seulement les leçons, hein, à être honnête, servir la vérité et servir la justice. Je hante les toits et les ruelles la nuit, en quête de justice. Une justice aveugle, un démon gardien. J'avais 12 ans quand j'ai perdu la vue. Troisième catégorie de valeurs, rappelons qu'on parle toujours des valeurs promues par vos ordres professionnels. Une valeur qui est souvent là, c'est la valeur de responsabilité. Responsabilité, un beau mot là, très, très riche, mais très complexe. Hein. Si je vous dis, ben, sois responsable, ça semble simple, mais c'est quoi que ça veut dire exactement? Hein, si je te dis « sois responsable », qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité? Si vous souhaitez donner un peu de sens, être un petit peu plus, faire de l'ordre dans votre tête avec le terme « responsabilité », dans ce podcast, tiens, je vous suggérerais 2 principaux sens. Être responsable, c'est d'abord regarder derrière soi. Hein, c'est-à-dire qu'on parle de responsabilité rétrospective. Imaginez-vous un rétroviseur, là, puis on regarde derrière soi. C'est l'idée que vous êtes imputable.
Hein, vous avez posé des gestes. Regardez dans votre rétroviseur. Là. Vous avez posé des gestes. Puis, vous êtes imputable de ces gestes. Hein? Là, ici, on se rapproche de la conception en droit civil, droit criminel. C'est exactement ce genre de responsabilité-là là, qu'on mobilise. On se dit, bien, il y a une personne qui est imputable, là, qui est responsable. Elle assume le poids de ses gestes. S'il y a des fautes, s'il y a des erreurs, des manquements, bien, c'est cette personne-là qui va en payer le prix. Elle va prendre le blâme. C'est vers elle qu'on peut pointer le doigt. Là. Imputabilité, là, c'est pointer le doigt vers quelqu'un. Puis c'est cette personne-là là, qui va assumer les conséquences de ses gestes, qui va répondre de. Hein, respondere, c'est ce que ça veut dire. Là. Répondre de ses gestes, de ses actes. Et si vous avez compris tout ça, bien, vous auriez le premier sens de responsabilité. Je parlais de responsabilité rétrospective. L'autre sens, ben, c'est arrêter de regarder en arrière puis regarder en avant. Hein, on parle de responsabilité prospective. On regarde devant. Être responsable, on peut être aussi responsable de ce qu'il y a devant vous. Et là, devant vous, c'est quoi? Ce sont des idéaux qui sont associés à un rôle. Ce sont des attentes aussi qu'on a envers vous. Ces attentes-là sont devant vous. Puis là, pour vous, ben, c'est votre responsabilité envers le public, hein, le client, la profession. Ça reste des idéaux qui sont devant vous, mais qui vous guident à être responsable. Selon ce second sens, c'est ça, là, c'est être guidé. C'est assumer votre rôle envers la société. Puis ça, j'en dis pas trop, là, la responsabilité, je le déclinerai, là, non seulement ces deux premiers sens, là, mais on en verra plusieurs autres sens dans le module 7, là, j'ai un module où on parlera de responsabilité et de jugement professionnel, mais on parlera entre autres de la responsabilité. Puis, si vous voulez parler de la responsabilité, ben, si vous avez besoin d'exemples de votre culture geek et populaire, ben, pensons à Peter Parker et son Spider-Man. Hein? Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Ça aussi, j'en parlerai davantage au module 7. Mais voilà, c'est vraiment les deux sens de responsabilité qui s'incarnent là-dedans. Là. C'est l'idée que, Peter Parker ou Miles Morales, tiens, pour reprendre un exemple plus récent, ben, ils se sentent imputables du décès de leur oncle ou de leur tante, il faut voir, selon la version, mais être imputable, j'ai posé un geste, là, je me sens responsable. Et être responsable, dans le second sens, c'est assumer son rôle, être guidé par des idéaux, assumer son rôle social. Remember, with great power comes great responsibility. La quatrième catégorie, ce sont les valeurs, on est toujours dans les valeurs promues par vos ordres professionnels. La quatrième valeur, c'est la protection du public. Ben, celle-là, elle est mentionnée évidemment partout. Protéger le public, je l'ai dit déjà 200 fois dans ce cours, mais je le répète ici, c'est au cœur de l'exercice de votre profession. C'est la valeur, je dirais, centrale qui devrait guider tous les professionnels. Et le public, c'est qui? Ça, je dirais que c'est peut-être la plus grande difficulté de cette valeur-là. Je veux bien servir le public, mais le public, c'est qui? Et à ça, on répond toujours de la même façon. Le public, c'est qui? Le public, c'est tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est le client, votre patron, c'est moi, c'est toi, c'est votre collègue, c'est la société dans laquelle vous allez vivre. Et lorsqu'on parle de sécurité publique, on parle de sécurité de tout le monde. La santé publique, c'est la santé de tout le monde. Le bien public, c'est le bien de tous et non le bien de quelques individus. La paix sociale, le bien commun, c'est d'autres façons de le dire. Les finances publiques, c'est les finances de tout un chacun, de nous tous. Et protéger le public, ben, c'est protéger tout ça. Hein, c'est une façon assez simple de le dire, mais ça montre bien l'ambition puis la hauteur de cet idéal qui est celui de protection
du public. Puis si vous avez besoin d'un exemple de super-héros qui incarne cette valeur, ben pensez à n'importe quel super-héros. Je dirais que c'est toujours là, c'est l'idée que certains héros sont là pour protéger et héroïnes sont là pour protéger le public, le bien commun, bon, peut-être une certaine conception du bien commun, parfois un public un peu plus restreint, mais c'est ça l'idéal qui est derrière, avec une conception du bien commun, puis c'est toujours là. Hein? Choisissez votre super-héros ou super-héroïne, là, puis vous allez trouver cet idéal au cœur de son quotidien. 4 belles grandes catégories de valeurs, puis ce sont ces 4. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs déclinaisons. Les catégories, des fois, ils en donnent 6, 7, peu importe, là, mais vous allez voir qu'on peut souvent les résumer sous ces 4 grandes catégories. La compétence, l'honnêteté, la responsabilité et la protection du public. Et si vous connaissez ça maintenant, et si vous avez compris en substance ce que j'ai raconté ici, ben vous auriez atteint déjà le deuxième objectif de ça. Ça va bien, hein? Déjà 2 objectifs d'atteint dans ce module 6. Le module 6, le deuxième objectif, c'était de connaître, de saisir les valeurs de votre profession. Donc, non seulement de les nommer, mais d'être capable d'en dire un peu plus. Là, si je vous dis c'est quoi les 4 valeurs, ben, vous êtes capable d'y répondre. Compétence, honnêteté, responsabilité, protection du public. Mais si je vous demande de m'en dire un peu plus, avec ce que je vous en ai raconté dans ce podcast, vous devriez en être capable. Soyez prudents. Veillez les uns sur les autres. C'est le combat de notre existence. Et on va gagner. Quoi qu'il nous en coûte. Bonne chance. OK, on va continuer avec un autre. Allons-y, on est bien parti dans les objectifs du module 6. Objectif 3, vous devriez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Autrement dit, est-ce que les lois, les normes, les règles qu'on se donne pour encadrer l'exercice de la profession au Québec, est-ce que ces normes, ces lois, ces règles sont pertinentes? Est-ce que c'est le cas? Puis, vous allez voir, demain, dans l'enregistrement de cours en direct, si vous êtes là demain après-midi, vous allez voir qu'avant de tenter de vous démontrer que cette réglementation, elle est pertinente, je vais d'abord vous la présenter. Je vais vous montrer c'est quoi les normes, les règles, les lois qui sont là en ce moment et qui balisent l'exercice de votre profession. Ça me semble logique qu'avant de vous dire c'est-tu pertinent, on va voir de quoi on parle. Je vous présente les normes. Je vais vous montrer la structure, donc non seulement les normes, les lois, mais les structures qui incarnent ces normes, ces règles. Je vais vous présenter les principaux acteurs, les principales parties prenantes, les principales instances du système professionnel, les différentes composantes du système professionnel, les lieux où s'exerce ce système professionnel, où s'incarne ce système professionnel qui est là pourquoi? Pour défendre les valeurs de votre profession, hein, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Puis, une fois que je vous aurai présenté tout ça, à la fin du cours de demain, vous serez capable en tout cas, ce sera plus logique pour vous d'être capable de vous prononcer sur la pertinence de tout ça. Hein, d'abord, c'est quoi? Puis en plus, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui? Parce que, idéalement, à la fin de ce module, sinon à la fin de ce cours, vous devriez être capable de non seulement être capable de lister les règles, les normes, le cadre normatif qui vous encadre, et vous devriez être capable éventuellement de suivre les codes, les règles dont vous connaissez l'histoire. Vous devriez être capable de non seulement vous conformer à tout ça, mais vous devriez être capable de saisir la pertinence de tout ça. Le sens, ça vient de l'histoire. Si vous êtes capable de raconter l'histoire, vous êtes capable de voir le sens. Si vous connaissez les lois, les normes, la structure, vous seriez capable d'expliquer pourquoi c'est pertinent, telle structure, à quoi ça sert, tout ça. Parce que dans l'exercice de votre profession, c'est
Hein, c'est pas suffisant de juste vous conformer aux règles, aux normes. Je le sais que vous allez sûrement vous conformer à la réglementation, mais il y en a plusieurs qui vont s'y conformer simplement parce qu'on les contraint. Hein, sinon, on les punit. Puis je pense qu'on peut dépasser ce simple statut. Vous n'allez pas seulement vous conformer aux réglementations parce que vous y êtes contraint, mais l'objectif, c'est de les suivre parce que vous êtes des êtres libres, non? Donc, parce que vous êtes des êtres libres, vous ne vous soumettez pas à des règles comme ça, là, bêtement. Vous allez vous y soumettre parce que vous connaissez l'histoire de ces normes, parce que vous en saisissez le sens, parce que vous êtes capable d'expliquer la pertinence de ces normes. Puis ça, c'est pas dans le contenu du cours, mais je vais sûrement le donner dans le contenu d'enrichissement du cours. Je vais vous offrir quelques textes, là, un texte de Kohlberg qui parle des différents stades du développement moral. Là. C'est intéressant de voir ça. Là. C'est-à-dire que se conformer aux normes parce qu'on a peur des sanctions, c'est un stade du développement moral, nous dirait Kohlberg, mais il faut dépasser aussi ce stade-là. Là. C'est-à-dire que se soumettre à des règles parce qu'on a peur des sanctions, c'est une chose, mais se soumettre à des règles parce qu'on les a choisies, parce qu'on en comprend le sens et la pertinence, est quelque chose de plus fort. Et Kohlberg explique ça dans le texte. Puis je dirais qu'on travaille ensemble dans les différents modules pour vous faire cheminer vers cette voie-là. Là. C'est-à-dire pas seulement créer des étudiants qui se conforment et des futurs professionnels qui se conforment aux normes parce qu'ils ont peur de se faire sanctionner, mais au contraire, des êtres libres qui en comprennent le sens et la pertinence. Et tout ça, mais ce serait impossible si vous n'aviez pas un peu enrichi votre compréhension du système professionnel, si vous n'aviez pas exploré minimalement, en tout cas, son histoire, son organisation, sa naissance, réfléchir un petit peu sur son avenir. Je travaille avec vous, là. J'espère que vous le sentez. J'essaie d'être explicite et transparent, là. C'est ce que je tente de faire avec vous. Réfléchir à tout ça, puis vous permettre de vous approprier non seulement ce contenu, mais vos décisions futures. Hein. Décidez vous-même, pas juste... vous n'avez jamais choisi de faire partie d'une profession, puis tout à coup, vous exercez une profession, puis vous vous soumettez aux règles parce que vous avez peur des conséquences. Je pense que vous êtes prêt. En tout cas, c'est mon objectif à la fin de ce cours, de vous voir dépasser ce simple stade. Et on serait prêt à continuer avec le 4e objectif. Je vous l'ai dit que ça va bien dans ce cours. Déjà, dans ce podcast, déjà, on aurait exploré les 4 objectifs du module 6. Et l'objectif du module 6, c'est de comprendre la structure du système professionnel. Puis là, je pense qu'on a déjà parlé pendant 34 minutes. Je pense que je vais vous garder cette structure-là pour notre cours en classe. On va regarder ça ensemble. Puis si vous n'êtes pas là en classe demain, je vous invite à consulter l'enregistrement de cours. Parce qu'en classe, on va faire ça. Là. On va regarder concrètement à quoi ça ressemble la structure du système professionnel, l'organigramme, les différentes instances. Vous allez découvrir qui est la ministre responsable du système professionnel. Hein? C'est une ministre là, qui est votre future grande patronne. Connaissez-vous son nom? Hein? Le savez-vous? Non, ce sera mon teaser, je vous le dirai demain en cours, puis sinon dans l'enregistrement de cours. Bon, on n'a plus les... on n'a plus les... là, je me suis étouffé. On n'a plus les teasers qu'on avait, là. Je le sais, mais regarde, je fais ce que je peux, là. Et il vous resterait 2 objectifs à explorer on le fera ensemble dans l'enregistrement de cours, sinon en classe demain. Puis j'ai proposé plusieurs documents dans l'ENA. Dans ces objectifs, je vous demande d'expliquer le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Je vous le disais, on va voir ça demain. Sinon, vous pouvez déjà commencer
à consulter le site de l'Office des professions du Québec. Je vous l'ai dit, là, c'est une instance importante pour vous, une instance à connaître. Au moins, aller visiter le site une fois dans votre vie. C'est peut-être là. C'est peut-être là que ça se passe. Là. Allez visiter ce site, allez voir à quoi ça ressemble le système professionnel. C'est quoi l'organigramme? C'est qui les instances qui sont mentionnées? Puis c'est quoi qu'est-ce qu'on vous raconte sur ce site? D'ailleurs, j'ai donné les hyperliens là, sur l'ENA du module 6. Puis je les redonnerai dans le contenu de cours en classe. Mais c'est ce que je vous promets. Là. On va faire ça avec plus de détails. On prendra le temps de le faire demain en classe. Et dernier objectif de ce module, puis c'est un objectif super important, mais c'est un objectif récapitulatif, c'est d'expliquer comment, c'est un objectif élevé là, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Super important. Mais vous le voyez, là, c'est pas un petit objectif, c'est un objectif qui est récapitulatif. On a commencé à essayer de l'atteindre ensemble. Mais je dirais que pour atteindre pleinement cet objectif, vous devez non seulement avoir atteint les objectifs du module 5, les objectifs du module 6, mais je dirais qu'il y a plusieurs autres objectifs de cours qui vont s'ajouter, y compris des objectifs du dernier module du cours. Mais déjà, là, vous devriez être capable de maîtriser un peu mieux l'histoire du professionnalisme, un peu mieux les valeurs promues. Puis pour ça, là, pour expliquer le sens moral de ce système professionnel, vous avez besoin de tout ça. Puis sinon, quoi faire d'autre dans ce module 6? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vais regarder mon ENA. Il ne vous reste pas grand-chose, hein? C'est-à-dire il vous reste à aller participer au forum du module 6, puis de continuer vos travaux d'équipe, je dirais. Hein? Votre TP1, il a été remis, je l'ai corrigé, j'ai du fun à vous lire, mais là, c'est le temps pour vous de sauter dans votre TP2. Puis, si vous avez des questions, encore une fois, concernant ces travaux pratiques, posez-les sur les forums de discussion. J'ai ouvert des forums qui sont spécialement dédiés à ces TP1 et TP2. Maintenant, c'est seulement le TP2 qui sera important pour vous. Je vous invite à aller participer sur ces forums, poser vos questions. S'il y en a, il y a encore quelques équipes qui n'ont pas de documents à partager. Je vais leur écrire d'ailleurs cette semaine pour leur faire ce rappel. Mais si vous me faites signe, si vous travaillez tôt, je vais pouvoir vous aider. En fait, Nicolas et moi, on va pouvoir vous aider à améliorer déjà votre beau TP2 de façon à ce qu'à la fin de la session, vous alliez chercher la note maximale. Pourquoi pas? Et il resterait pour vous votre examen de mi-session. Avez-vous entendu? Je viens de dire examen de mi-session. Bon, c'est pas tout de suite, là. Pas tout de suite, c'est dans 2 semaines, mais il faut commencer à en parler un peu. Je sais que ça s'en vient bientôt pour vous, fait que je me suis dit, je vais leur donner un peu des... Je sais que ça inquiète un examen. C'est la première fois que peut-être que vous faites un cours d'éthique à l'université. Peut-être mes instructions concernant l'examen de mi-session, je vais sûrement les répéter en classe, là, mais je le fais déjà ici pour vous rassurer un peu. L'examen de mi-session, on se calme. Ça va bien aller. Hein? C'est un examen qui va se faire à distance, en ligne, du confort de votre foyer avec vos pantoufles, ou peut-être au café du coin, si le café du coin a une belle connexion Internet bien stable, sinon ici sur le campus. Et vous allez étudier quoi avant de vous présenter, avant d'être prêt à faire l'examen? L'examen, il va recouvrir les modules 1 à 6 inclusivement. À la fin du cours, demain, les 6 modules vont avoir été complétés et donc vous seriez prêt à faire votre examen si vous avez déjà atteint les objectifs de ces 6 premiers modules. Puis c'est quand cet examen? Je le disais un peu plus tôt. Pour vous, l'examen, il sera disponible. C'est un examen qui va s'échelonner, qui va être réparti sur à peu près une semaine. C'est un examen qui sera disponible à partir du 15 octobre. Donc, juste après le cours la semaine prochaine, tout de suite après le cours, l'examen il va être ouvert. Puis, il va être disponible jusqu'au 22 octobre. Puis, donc, c'est ça vous donne à peu près ça, 7 jours. Puis, à quoi ça ressemble?
C'est un examen qui est divisé en 5 parties. Il n'y a aucun lien entre les parties et les modules. Dites-vous pas, ben moi, j'ai atteint les objectifs du module 1, je me lance dans la première partie. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec ça, là. Ça a rapport avec les objectifs des qualités de l'ingénieur. Donc, pour vous, là, dites-vous pas, je suis prêt, j'ai le module 1, je l'ai en tête, je saute dans la première partie. C'est pas bon. C'est pas bon. Dites-vous, je suis prêt, j'ai étudié mes 6 modules, j'ai atteint les objectifs de tous ces modules, puis je suis prêt à me lancer dans l'examen, et donc j'ouvre la partie 1 ou la partie 2, parce que sachez-le, là, il y a 5 parties. Puis lorsque vous ouvrez une partie, c'est peut-être ça, là, ça, faut au moins que vous le sachiez, là, c'est 5 parties, mais dès que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire. C'est ça là, qui est un petit peu plus touchy pour vous, un peu plus délicat. Vous ouvrez une partie, puis vous avez 45 minutes pour la faire. Puis là, le décompte est parti, puis si ça tourne mal, vous allez avoir plus de temps, puis si vous perdez votre connexion Internet, le 45 minutes continue à dérouler, là. C'est 45 minutes. C'est ça qui est un petit peu plus stressant, mais en même temps, là, je voulais éviter de... On a toute la semaine, on le fait à 25 à la cafétéria du Vachon, puis là, tout le monde partage les questions. Je veux éviter ce genre de tentation. Vous ne l'auriez pas fait, là, mais je veux éviter ce genre de tentation. Alors voilà, dès que vous êtes prêt pour les 6 premiers modules, vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire, puis après, vous prenez votre temps, prenez votre respire, vous pouvez même prendre la nuit, ou 2 jours, puis 2 jours plus tard, vous ouvrez la partie 2. Puis là, vous faites la partie 2. Et ça, pendant une semaine pour faire les 5 parties de l'examen de mi-session. Le matériel qui est permis, ben c'est tout. Tout. Tout sauf des anciennes copies d'examen. D'ailleurs, si vous voyez des copies d'examen, ben ces copies-là c'est interdit de les faire circuler. Puis si vous citez du contenu Internet, je vous dis, là, vous avez accès à tout, y compris tout ce qu'il y a sur Internet, ben je vous invite à citer les passages empruntés entre guillemets, dire où vous avez trouvé telle information, c'est ça aussi, hein. Si vous la trouvez dans votre tête, vous le dites comme ça, mais si vous la trouvez sur Internet, vous le dites. C'est ça les règles. La même chose pour ChatGPT. Vous citez vos sources. Si vous avez utilisé ChatGPT, dites-le. Si vous, là, je vous en prie de ne pas citer une longue réponse de ChatGPT entre guillemets, mais le but, c'est de me démontrer que vous êtes capable par vous-même là, d'atteindre les objectifs et non pas que ChatGPT est bon. Là. Puis sinon, ben, attention de ne pas abuser de tout ça. Là. Je veux pas juste savoir si vous êtes capable de citer ou faire des gros copier-coller. Là. Je veux savoir si vous comprenez. Hein? C'est assez simple. Vous avez toute la semaine, vous avez du temps pour vous préparer. Vous pouvez consulter. Si vous avez une perte de mémoire, ben, faites votre recherche vite, mais en même temps, ça devrait, si vous êtes bien préparé, réémerger de votre cerveau, puis vous devriez être capable de le formuler là, d'une façon qui est la vôtre. Hein, d'être capable de démontrer votre propre contenu intellectuel, c'est toujours la même chose, ça devrait être le vôtre. Puis si vous consultez quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, c'est possible dans l'examen, je vous donne le droit de consulter un de vos collègues ou une de vos collègues pendant l'examen. Hein, faire l'examen à 2, vous avez toujours rêvé de faire ça, là. Vous pouvez le faire. Pas 25, encore une fois, au Vachon, là. 2, juste un ami. Ce sera rassurant. Vous n'êtes pas obligé. Mais je vous le dis, là, la question 1 de chaque partie de l'examen, ça sera écrit avec qui vous faites cet examen. Si vous le faites seul, écrivez votre nom. Parce qu'il y a une correction automatique. Là, je vais voir c'est qui les noms. Écrivez au moins un nom. Le vôtre ou le nom d'un collègue. Pas 20 collègues. Un collègue ou une collègue. Puis, vous allez soumettre aussi votre examen au même moment. Là, si vous le faites avec quelqu'un, essayez de le remettre à peu près au même moment. Là. Je ne veux pas non plus que ce soit des collègues décalés dans le temps. Il y en a un qui fait l'examen, puis après ça, il dit les questions à l'autre, puis l'autre fait son examen 2 jours plus tard. C'est une bonne idée peut-être que vous dites. Mais ce que je veux savoir, c'est si vous comprenez, c'est un examen de mi-session. Je le fais relax pour ça, pour que vous puissiez vous pratiquer à répondre de la meilleure façon, parce qu'à l'examen final, rappelons-le,
vous allez être seul en classe, sans rien d'autre que vous, votre cerveau et un crayon, peut-être. Ben, évidemment, je dirais. Pratiquez-vous pendant votre examen de demi-session. C'est sûr que vous allez avoir un peu d'aide, Internet, un ami, ChatGPT peut-être, mais faites-le bien. Je vous fais confiance là-dessus. Ah, oubliez pas aussi un bon PC, une bonne connexion Internet. Je sais qu'il y en a qui vont le faire. Essayez pas de le faire avec un cellulaire, là. Il y a des questions en développement, là, puis je sais que vous êtes bon pour écrire du contenu, mais il y a des questions. Je dirais que l'interface de l'examen ENA là, sur un cellulaire, j'ai essayé de le faire, là, c'est vraiment compliqué. Trouvez-vous un PC, une bonne connexion Internet, puis installez-vous, puis ouvrez une partie. Puis s'il y a des problèmes techniques, communiquez peut-être avec le centre de services en TI et en pédagogie, le CSTIP. Super, un service super le fun ici à l'université. Vous leur écrivez, ils répondent souvent très vite. Je donnerai peut-être le numéro de téléphone en classe demain. Mais de toute façon, on s'en fait pas. S'il y a des problèmes techniques, une perte de courant, c'est déjà arrivé, la connexion Internet qui lâche, vous faites des saisies d'écran, vous documentez ce qui se passe. De toute façon, moi, je le vois là, à partir des données statistiques et techniques. Là, quand un étudiant ouvre un examen, je vois sur quelle plateforme il est, je vois ce qui se passe avec sa connexion Internet. J'ai tous ces détails-là, mais en même temps, documenter de votre côté. Puis, pour tous les problèmes techniques, on va les résoudre. Hein, inquiétez-vous pas. L'important pour vous, c'est de documenter tout ça, puis de m'écrire le plus tôt possible. Pas obligé de mettre des points d'exclamation, là, mais inquiétez-vous pas, là, il n'y a aucune d'entre vous là, qui va souffrir qui va avoir les conséquences d'un problème technique. Là. Je suis là pour ça, puis il n'y a personne qui va être pénalisé en raison de ce genre de problème. Enfin, si vous souhaitez réviser un peu avant votre examen, la semaine prochaine, là, mardi, à la fin du cours, en fait, dans le 3 heures là, de cours, le dernier 20 minutes, je vais faire un caout récapitulatif. Je sais qu'en disant caout, il y en a qui transpirent déjà des mains. Là. Moi, c'est le cas. Là. Dès que je dis caout, là, ça me rend un peu plus nerveux. Je me dis que c'est la même chose pour vous. Mais à la fin du cours, la semaine prochaine, je vais faire un caout récapitulatif. Puis ça vous permettra de réviser un peu, tester vos connaissances, puis vous amuser un peu avec ces nouvelles connaissances, puis de vous comparer un peu à vos collègues de classe. OK, c'est tout pour cette semaine, en tout cas pour le podcast. On se revoit demain en classe à 12h30 de Connect 1161. Sinon, dans l'enregistrement de cours, on continue de travailler fort. On lâche pas. L'automne s'en vient. Le pire s'en vient. Je vous rassure, winter is coming. Allez, bye bye.